Alors donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Antonin Potier, surtout qu'avec Damien Ambroise qui est là également, ça fait plusieurs mois qu'on essaie de te faire intervenir, Antonin. Une première fois, c'était il y a presque un an, je pense, une première fois on a été interrompu par les grèves des transports, puis une seconde fois, je pense, par le premier confinement. Et donc, c'est la troisième fois voilà, qu'on essaye, et cette fois, c'est la bonne. J'ai un peu peur quand j'ai vu que tu ne te connectais pas tout de suite, mais c'est bien la bonne, là, donc c'est bon, c'est parfait. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler des sujets que tu traites dans ton livre, comment les économistes réchauffent la planète. Alors, donc, pour te présenter rapidement, tu es maître de conférence à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Tu es chercheur associé au Centre Marc Bloch à Berlin et tes recherches portent sur les aspects socio-économiques du changement climatique, le rôle des sciences économiques dans la décision publique, ainsi que sur l'intégration de l'environnement dans les sciences économiques. Tu as donc publié Comment les économistes réchauffent la planète, dont tu vas nous parler aujourd'hui, mais tu as aussi publié récemment Faire l'économie de l'environnement aux Presses des Mines, qui est un ouvrage collectif qui est paru en avril. Voilà, eh bien écoute, je te remercie par avance et je te laisse la parole. Merci à vous de m'inviter pour parler de mon livre qui est déjà un peu ancien. Enfin, il est parti il y a 4 ans, en 2016, mais c'est toujours un plaisir d'en discuter. Alors, on m'a fait remarquer que ça allait sans doute renforcer vos préjugés contre les économistes qu'ont souvent les ingénieurs. Donc, je pense que vous attendiez effectivement, en m'invitant à ce que je ne sois pas forcément tendre à la profession économique, je dirais que je ne vais parler que d'une partie de la science économique. On verra laquelle. Donc, ça ne reflète pas tout ce que l'économie a à dire sur la question du changement climatique. Il y a beaucoup d'autres choses plus intéressantes, peut-être, que ce que je vais vous présenter. En tout cas, voilà, je ne suis pas responsable de ce biais de confirmation qui vous anime peut-être en invitant des gens qui renforcent vos préventions contre les économistes. Donc, c'est à vous aussi peut-être de faire venir des économistes qui seront plus à même de défendre les propos que je vais un petit peu critiquer ce soir. Voilà, alors je vais partager mon écran. On avait réussi lors de nos essais, donc ça devrait refonctionner pour que vous ayez la présentation. Voilà, normalement vous devriez voir ça. J'aimerais bien avoir une petite confirmation pour être sûr. Bon. Très bien. Alors, en revanche, je ne suis pas sûr de pouvoir mettre ça en plein écran. Si je fais ça, est-ce que vous voyez encore l'écran? Ouais. C'est parfait. Parfait. Bon. Vous me dites s'il y a un problème. Là, normalement, on est passé donc du titre qui rassemblait les informations d'aujourd'hui, voilà, au mon début de cette présentation, puisque le titre du livre, c'était « Comment les économistes réchauffent la planète ». Donc, je dois dire pour commencer que les économistes dont on va parler ne sont pas les seuls à réchauffer la planète, qu'il y a plein d'autres facteurs qui réchauffent la planète malheureusement, mais qu'il m'a paru, pour ma part, intéressant de considérer cette science, l'économie, ce qu'elle faisait au climat par les préconisations, les prescriptions, les manières d'aborder les problèmes, les manières de les cadrer qu'elle avait. Donc j'ai essayé dans mon livre, dans ma thèse d'abord et dans mon livre, un petit peu de répondre à cette question, sachant bien que bien sûr c'est une question voilà, qui n'est qu'une réponse partielle pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que finalement on n'arrive pas ou on arrive si mal à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, et donc c'est absolument pas le seul facteur. Mais je pense que c'est un facteur qui a son importance. Alors, comment les économistes, vous allez me dire qui sont ces économistes? Donc, on va dire, pour l'instant, on va revenir là-dessus juste après, mais on va dire comment des économistes, alors réchauffent la planète, c'est peut-être un petit peu fort, donc comment les économistes ont participé finalement à ne pas prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre, comment les économistes ont participé à retarder l'action contre les émissions de gaz à effet de serre et donc contre le réchauffement de la planète. Donc voilà, ma présentation aujourd'hui sera un peu plus à un niveau un peu plus modeste sur ce deuxième titre
un peu long et peut-être qui aurait attiré moins de monde ce soir. Alors, une grande question, c'est les économistes dont on parle de manière implicite dans le titre. Qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce qu'ils représentent l'économie? Alors, j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question. Enfin, j'ai essayé de développer un certain nombre d'outils analytiques dans mon livre pour essayer de montrer à quel point les économistes dont je parlais étaient représentatifs. Puis un événement est survenu qui me simplifie un petit peu le propos. C'est que en 2018, un des personnages principaux de mon livre, William Nordhaus, qui donc est un des premiers économistes à s'intéresser au climat, qui a une influence déterminante sur la manière de cadrer la question climatique en économie, a été couronné du prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, improprement appelé prix Nobel d'économie. Donc, c'est une reconnaissance de la profession, enfin d'une partie de la profession qui a son importance et qui légitime, à mon sens, qu'on s'intéresse à cette personne et au type d'études qu'il a fait et que d'autres font. Voilà, ça ne dit pas tout de ce qui est fait, comme je l'ai dit en introduction, mais ça représente quand même une tendance de ce qu'est la recherche économique en environnement et sur le changement climatique. Et donc, à ce titre-là, il me semble important de comprendre ce qu'elle dit et de comprendre les effets qu'elle a pu avoir. Alors, lors de cette remise des prix, il y a des petits documents qui sont mis en ligne par l'académie qui remet les prix, donc l'Académie des sciences suédoises. Et donc, ils avaient fait une petite plaquette pour expliquer pourquoi est-ce que Nordhaus avait ce prix Nobel en collaboration, il faut bien le dire, avec Paul Romer. Ils étaient deux à le recevoir cette année-là. Et donc, dans cette plaquette, on trouve ce graphique qui nous présente le type de résultat que Nordhaus a pu avoir et pour lequel il est récompensé. Donc, c'est un de ces derniers prédictions. Vous voyez, hein, il y a le mot prédiction ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais bon, je souligne ici le mot prédiction. Oui, oui. Voilà, donc il y a le mot prédiction. Bon, disons simulation peut-être, hein, ça serait plus juste. Les simulations que fait Nordhaus avec le modèle qu'il a développé depuis la fin des années 70 et qui est vraiment arrivé à maturité au début des années 90 et qui nous présente donc les trajectoires d'émissions de CO2 de l'économie mondiale en 2015, donc la date à laquelle il fait tourner son modèle. La trajectoire en vert, c'est la trajectoire qui serait attendue si on ne faisait rien, si on n'avait pas de politique climatique. Vous voyez une croissance continue des émissions jusqu'en 2100. Et vous avez ensuite deux politiques qui sont à peu près semblables. La politique favorisée par un autre économiste qui s'appelle Nicolas Stern, et une politique de limitation des émissions à 2,5 degrés. Le modèle ne permettant pas d'arriver à 2 degrés pour des raisons dont on peut parler, qui est liée à l'absence d'émissions négatives. Bon, passons. Enfin, voilà. Donc là, on a une forte réduction des émissions qui permet d'arriver à 2,5 degrés. Et on voit que Nordhaus, lui, propose plutôt de suivre un autre chemin qui est plutôt émissif, il faut bien dire, qui est le chemin qui est optimal. Donc, c'est-à-dire celui qui maximise le bien-être global. Donc, bien sûr, on peut être un petit peu surpris, interloqué par ça et se demander finalement à quel changement climatique ça correspond, cette trajectoire d'émission. Donc, on peut faire facilement le travail, chacun peut le faire. En partant de là, on regarde des références qui sont données ici. On va donc retrouver le papier de Nordhaus de 2016 dans lequel il présente ça. Vous voyez, j'ai retrouvé le graphique dont est tiré le graphique de l'Académie Nobel. C'est exactement le même. Je ne vous m'en donne pas. Et vous voyez ensuite les graphiques fournis par Nordhaus lui-même sur sa trajectoire optimale d'émission. Et on voit que cette trajectoire optimale d'émission conduit à un réchauffement de 3,5 degrés en 2100. Alors on peut passer beaucoup de temps à se gausser de Nordhaus et de ses résultats, à mon avis à juste titre. Mais il est plus intéressant, et c'est ce que j'avais essayé de faire presque par anticipation dans le livre, d'essayer de comprendre en fait quelle est la logique intellectuelle, quelle est la mécanique
qui conduit à ce type de résultat. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire devant vous ce soir. Il y avait aussi un certain nombre d'autres choses dans le livre dont je ne parlerai probablement pas, sauf si nous avons beaucoup de temps. J'ai déjà perdu le compteur puisque, ayant un plein écran, je ne vois plus quelle heure il est. Donc, je compte sur vous pour me rappeler quand est-ce qu'ils seront, voilà, quand est-ce que nous serons un peu en limite de temps, de mon temps de parole. Mais donc, voilà, dans le livre, j'essaye aussi de discuter la question des négociations internationales et la question des solutions que les économistes ont proposées. Peut-être qu'on aura un petit moment où on pourra parler de ça. Mais là, je vais me focaliser aujourd'hui sur ce travail de Nordhaus et sur l'analyse coût-bénéfice. Je reviendrai à la fin sur pourquoi est-ce que finalement c'est aussi actuel. Je vous dirai pourquoi. Alors voilà, qu'est-ce que l'analyse coût-bénéfice ? Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça. Sans doute que vous avez dû avoir des cours de calcul économique. C'est comme ça que ça s'appelait à une certaine époque, voilà, qui vous ont fait toucher du doigt à ce qu'était l'analyse coût-bénéfice. C'est souvent des petits exercices sur voilà, est-ce qu'on doit entreprendre, est-ce que la société, donc, au sens, voilà, la société française, l'Europe, le monde, ou bien une société comme voilà, une société dans laquelle vous pouvez travailler, une société privée, une entreprise, est-ce qu'elle doit entreprendre cette action A ? Est-ce qu'elle doit faire A ou pas ? Et donc, la réponse à ça, c'est de faire une analyse coût-bénéfice. Et l'analyse coût-bénéfice consiste à savoir est-ce que l'action A rapporte plus qu'elle ne coûte. Donc, on calcule les coûts de l'action A, on calcule les bénéfices de l'action A et on regarde avec un facteur d'escompte pour tenir compte des différentes temporalités. Généralement, les coûts sont portés aujourd'hui, on investit aujourd'hui, on attend des bénéfices plus tard dans le futur. Eh bien, on peut comme ça sommer les coûts et les bénéfices, pondérés donc par ce facteur d'escompte lié au fait que ce qui est un petit peu plus loin dans le temps est réputé valoir moins, et donc sommer le tout pour obtenir le bénéfice net. Le bénéfice moins les coûts, et si ce bénéfice est positif, le calcul économique vous encourage à entreprendre l'action, et s'il ne l'est pas, eh bien, vous ferez mieux de rester au statu quo. Donc, quand il y a plusieurs actions possibles, comme par exemple plusieurs sentiers d'émission possibles, eh bien, il faut choisir l'action qui rapporte le plus gros bénéfice net. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'a essayé de faire Nordhaus sur la question climatique. Il a essayé d'appliquer ce cadre de pensée à la question climatique en se disant, voilà, la société, l'humanité, si on veut, est face à un dilemme. Faut-il réduire ou non les émissions ? La meilleure des réponses possibles à ça, c'est de faire une analyse coût-bénéfice pour voir quel va être les sentiers d'émission optimal et donc quel va être le réchauffement climatique optimal, voilà, celui qui maximise le bénéfice net, le bien-être global, comme l'écrit Nordhaus dans les présentations que je vous ai, enfin dans les graphiques que je vous ai, dans les légendes des graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, quand on essaye d'appliquer l'analyse coût-bénéfice au changement climatique, une petite gymnastique intellectuelle à acquérir, puisque l'action à entreprendre, c'est une réduction plus ou moins forte des émissions de gaz à effet de serre. On parle d'abattement en français, aussi un petit peu en anglicisme, ou de mitigation, c'est pour le coup un terme anglais, d'atténuation en français. Donc, est-ce qu'on va réduire plus ou moins les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une trajectoire au fil de l'eau qui serait intervenue si on n'avait rien fait. Et donc, à partir de ça, on va calculer le cycle, quel va être l'effet sur la température, donc de combien le changement climatique va être atténué en réduisant ses émissions. Donc en pratique, ça signifie de combien la température globale sera plus faible. Je travaille souvent en économie du climat avec des modèles qui ont juste la température comme composante, vous n'avez pas encore de modèle régionalisé. Ainsi, les bénéfices, ce sont les dommages évités par un changement climatique plus faible du fait de l'action que vous entreprenez.
donc la gymnastique intellectuelle, hein, les coûts, ce sont les coûts d'abattement, le fait que vous ayez à réduire les émissions et que potentiellement ça vous coûte plus cher. Vous utilisez des techniques plus onéreuses pour atteindre les mêmes objectifs, par exemple l'énergie décarbonée est réputée coûter plus cher qu'une énergie carbonée. Donc ça vous fait des coûts supplémentaires si vous décidez de vous fournir de l'énergie tout en vous passant des émissions de gaz à effet de serre, et vous avez des bénéfices sous la forme de dommages évités. Et donc, pour calculer ces bénéfices de l'action climatique, vous devez calculer les dommages du changement climatique. Un petit peu la confusion que les dommages sont reliés, les dommages du changement climatique sont reliés aux bénéfices, puisque ce sont les dommages évités par votre action de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui constituent les bénéfices. Bon. Donc, les trois composantes de l'analyse coût-bénéfice appliquée au climat, en gros, hein, je vous ai dit, les coûts, les dommages et les coûts, excusez-moi, voilà, les coûts, les bénéfices et le facteur d'escompte. Et donc là, on les retrouve ici, l'estimation des coûts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont je ne parlerai pas trop ce soir, une estimation de la courbe des dommages, dont la dérivée, en quelque sorte, donne les bénéfices évités, hein, les bénéfices, c'est-à-dire les dommages évités, et le taux d'actualisation, ce facteur d'escompte qui permet de ramener des dommages évités qui sont très loin dans le futur, à l'horizon 2100, en valeur présente d'aujourd'hui, pour comparer différentes trajectoires et pour comparer est-ce que les actions que nous entreprenons et qui n'ont des effets que dans 25, 30, 50 ans sont censées être rentables du point de vue du bien-être global. Donc, voilà notre ami Nandaos. Donc, j'insiste sur le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, on peut le penser comme une sorte de retour sur investissement. Je pense que vous êtes familier avec ça, mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir les ordres de grandeur. Hein, donc, le taux d'actualisation, plus le taux d'actualisation est élevé, plus les bénéfices dans le futur doivent être élevés pour justifier les coûts présents. Hein, on le présente souvent dans l'autre sens, mais ça me paraît plus clair de le présenter ainsi. Si j'investis 1 euro aujourd'hui, dans un siècle, il doit rapporter 131 euros si j'ai un taux d'actualisation de 5%. Donc, je fais une action aujourd'hui qui aura des conséquences dans 100 ans. Le fait de, le changement climatique sera un petit peu atténué. On aura évité un certain nombre de cyclones. Voilà. Il faut, pour que ça vaille le coup d'investir, de dépenser aujourd'hui 1 euro avec un taux d'actualisation de 5%, ça doit me rapporter 131 euros dans 100 ans. Si on utilise un taux d'actualisation de 1%, vous voyez, hein, ce sont des intérêts composés, donc voilà, c'est 1 plus R à la puissance 100. Donc c'est quelque chose qui est hautement non linéaire. Quand vous utilisez un taux d'actualisation seulement de 1%, vous n'avez que 2,7 euros à rapporter pour 1 euro dépensé aujourd'hui. Et si vous utilisez une actualisation de 0,1%, vous avez 1,1 euros seulement de bénéfices. Donc on peut aisément comprendre quand on voit ça, il ne faut pas être grand clair pour s'en apercevoir que le choix du taux d'actualisation a une importance déterminante pour les résultats de l'analyse coût-bénéfice. En fonction du taux d'actualisation que vous prenez, vous n'avez absolument pas du tout les mêmes préconisations. Bon, très bien, l'actualisation après tout... Peut-être est-ce une donnée de la nature qu'on va pouvoir observer et mettre dans votre modèle de la même manière qu'on peut mesurer la constante de la gravitation et la vitesse de la lumière. Malheureusement, ce qui fait le taux d'actualisation est assez peu clair. Il y a différentes interprétations de ce que c'est le taux d'actualisation. On relie ça souvent au taux d'intérêt. Mais quel taux d'intérêt? Beaucoup de taux d'intérêt. Il y a un taux d'intérêt sans risque, il y a un taux d'intérêt avec risque. Ce n'est pas exactement la même chose. Vous avez une différence. En ce moment, les taux d'intérêt sans risque sont autour de 0% d'intérêt, peut-être même négatif si on va chercher des taux à 10 ans allemands. Voilà. Vous avez des taux d'intérêt risqués qui sont 5%, vous avez 5% de différence. On revient là avant, voilà. Vous avez la différence entre un bénéfice qui doit rapporter 1 euro investi aujourd'hui, qui doit rapporter 131 euros, et 1 euro qui doit rapporter 2,7 euros. Donc on voit bien qu'il y a une forte latitude possible et qui n'est pas en fait explicable, réconciliable avec la manière qu'on a de concevoir le taux d'actualisation dans ce type de modèle économique. Il n'y a pas d'accord, si vous voulez, sur comment on doit
lire le taux d'actualisation. Vous avez différents économistes qui n'ont pas les mêmes lectures. Vous avez Nordhaus qui a une certaine lecture de la situation, disant le taux d'actualisation du modèle doit correspondre au taux d'intérêt avec risque observé sur le marché actions. Vous avez d'autres économistes comme William Klein, par exemple, qui, dans les années 90, a dit non, le taux d'intérêt, le taux d'actualisation, ça doit être le taux d'intérêt des bons du Trésor américain, et ils obtenaient des conclusions complètement différentes. Et vous avez le même jeu qui s'est rejoué avec la controverse dans les années 2000 entre Nordhaus et Stern. Donc, il n'y a pas de cohérence ça, parce qu'il y a des problèmes dans la théorie, et donc, du coup, il y a des vues divergentes et dont on ne peut pas rendre compte seulement d'un point de vue technique, si vous voulez. Il y a des vues divergentes, du coup, sur la manière de le fixer dans le long terme. Et ces vues divergentes trouvent leur origine dans des visions du monde que j'appelle éthique et mécanique, c'est-à-dire à la fois sur qu'est-ce qui est bon d'un point de vue éthique et à la fois sur comment fonctionne l'économie. Et la manière que vous avez de voir faire ces choix-là, eh bien, va vous conduire à faire des choix différents de l'application et donc va vous conduire à avoir aussi des préconisations différentes sur ce qu'est le changement climatique. Alors, tout ça a été remarquablement dit par une phrase voilà, s'il y a peut-être une seule chose à retenir sur le taux d'actualisation, c'est cette petite phrase de Robert Solow, donc lui aussi prix Nobel d'économie, qui a dit donc le problème avec le taux d'actualisation, c'est que it matters so much and it rests on so little. Ça a une importance déterminante sur le résultat, mais ça repose sur presque rien. On peut le choisir presque comme on veut. Presque, mais voilà, on a une très grande latitude de choix dans ce taux d'actualisation et c'est un vrai problème pour l'analyse coût-bénéfice parce que ça a une importance déterminante pour les résultats. Donc, on commence là à voir un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir avec ce type d'analyse. Alors, les problèmes, à mon avis, ne sont pas seulement sur cette question de taux d'actualisation, qui est une question qui a été un problème, une difficulté qui a été identifiée, je veux dire, assez tôt, dès les années 70. On est tout à fait conscient de ça. Il y a déjà différentes manières de comprendre ces actualisations qui sont en débat sur la question du financement des grands projets d'infrastructure, mais on redécouvre périodiquement ces problèmes et donc l'analyse coût-bénéfice, c'est une manière assez sûre de lancer des controverses interminables, puisque vous allez avoir des controverses sur la question du taux d'actualisation, une controverse qui sont à peu près les mêmes depuis 40 ans et qui ne font pas vraiment avancer la science, il me semble, mais bon, qui permettent toujours d'écrire des papiers dans des revues. Alors, l'autre problème avec ça, avec donc cette analyse coût-bénéfice du changement climatique, c'est, je vous l'ai dit, des composantes, c'est l'évaluation des dommages. Alors, c'est pas complètement évident de savoir comment est-ce qu'on va évaluer les dommages, en particulier parce que vous faites un petit peu quand même des projections. Vous n'observez pas aujourd'hui le changement climatique, vous n'avez pas un monde à 2 degrés, une petite terre qu'on aurait laissé évoluer à 2 degrés, sur lequel vous pourrez vraiment mesurer. Donc, vous faites obligé de faire des calculs sur les observations que vous faites, et puis vous extrapolez ça à 2 degrés, qu'est-ce que ça signifie. Donc, voilà. Donc, il y a un tas de techniques économétriques pour faire ça, par exemple. Par exemple, vous essayez d'approcher les variations liées au climat par les variations interannuelles de température. Donc, vous vous dites, si l'économie, les années chaudes, elle est moins performante que l'économie les années froides, ça peut un peu donner des indications sur l'effet qu'aura le changement climatique qui nous fait passer d'un monde un peu plus froid à un monde un peu plus chaud. Donc, il y a des techniques très sophistiquées. Je dis ça de manière très simple, mais ça peut être très sophistiqué. Ça, c'est une des méthodes de faire. Vous avez d'autres méthodes. Vous regardez finalement de quoi est composée votre activité économique. Vous dites, est-ce que ça s'est impacté ou pas? Là, la recherche, par exemple. Moi, je suis dans un bureau, il est sans doute climatisé. Donc ça, c'est pas du tout impacté par le changement climatique. Donc, voilà, les dommages sont égaux à 0. Par contre, les gens qui travaillent en extérieur, voilà. Donc, vous avez un tas de calculs comme ça. Donc ça, c'est des calculs qui ont été faits par une équipe importante de chercheurs américains, publiés dans Science, voilà, et donc qui nous montrent, pour les États-Unis, qui est sans doute le pays pour lequel on a le plus de données là-dessus, et sur lequel il y a le plus d'économistes qui
travail qui nous donne quel serait l'effet pour l'économie américaine, d'après leurs estimations, quel serait l'effet d'un changement de température. Donc voilà, de quelques degrés à 5, 6, 7, 8 degrés, de changement de température globale, hein, je tiens à préciser, ce n'est pas juste pour les États-Unis, de changement de température globale en 2100 par rapport aux années températures qui étaient dans les années 2000. Alors, bon, on peut voir hein, ce graphique ici. Alors, la chose, à mon avis, qui est intéressante de remarquer, c'est que c'est finalement assez faible, ce que nous proposent ces économistes. Et là, voilà, c'est vraiment la science qui se fait aujourd'hui. Et donc, par exemple, vous avez un réchauffement de 6 degrés. Oups, excusez-moi. Vous avez un réchauffement de 6 degrés qui conduit, dans le pire des cas, à une perte de PIB de 8%. 8% de perte de PIB en moins. Finalement, c'est peut-être pas tant que ça. Donc voilà, pourquoi est-ce que enfin donc c'est ces études-là qui sont publiées, c'est ces études sur lesquelles s'appuie Nordhaus, qui est assez intéressant. Je crois que j'avais mis après, mais ça a disparu là. Cette graphique prend beaucoup de place. C'est qu'en fait, ces études-là qui ont été faites par Ocean en 2017 sont exactement les mêmes donnent exactement le même coefficient. Le fitted value là, donne exactement le même coefficient que donné Nordhaus en 90, parce qu'il y a là une circularité des résultats. Il faudrait passer une vie pour le savoir, mais Nordhaus disait en gros 2 degrés, c'est 1% de dommage et c'est quadratique. Là, vous voyez 2% de dommage, c'est quadratique. Donc, si on est à 6, on a multiplié par 3, donc les dommages ont été multipliés par 9. Voilà, bon, c'est même là un petit peu moins quadratique, mais en gros, c'est dans cette bande grise qui est là. Donc, voilà, la science que dit aujourd'hui confirme, enfin la science, l'économie d'aujourd'hui, voilà, confirme un petit peu ce que dit Nordhaus sur les dommages. Et ce qui est bizarre, ce qui est toujours cocasse, je trouve, à remarquer, c'est que dans le rapport Stern, qui lui, au contraire, défend une action très très forte et virulente, comme vous l'avez vu, contre le changement climatique, avec une limitation des températures de degrés, c'est un ardent promoteur de la cible de 2 degrés, contrairement à Nordhaus. Finalement, ce n'est pas si différent que ça, hein, les dommages qu'il propose. Il extrapole, ce n'est pas si différent de ce que donne Nordhaus. Alors voilà, moi j'ai essayé de discuter un peu ces résultats, d'en comprendre l'origine. Je ne sais pas s'il y a une erreur fondamentale dans ces résultats, au sens où les études montrent ce qu'elles montrent. Voilà, peut-être sans doute difficile de faire mieux. La question pour moi, c'est est-ce que ces chiffres sont crédibles au regard de ce qu'on peut avoir comme autre type d'information sur ce que représente une Terre à plus 6 degrés. Je pense personnellement que non, mais c'est peut-être un biais de confirmation, là encore, de ma part, lié au fait que j'ai peut-être trop lu d'articles au départ de sciences naturelles décrivant le réchauffement climatique. Et donc, une des questions moi, qui m'intéressait, alors oui, j'ai sauté quelque chose, donc je vais... Antonin, c'est 19h35, juste pour t'informer du timing. Il est 19h35, d'accord. Écoutez, je vais aller beaucoup plus vite. Très bien, merci. La conséquence de ça, c'est le type de graphique que vous voyez là, c'est-à-dire que vous avez, pour se rendre compte un peu de ce que ça veut dire, des dommages de 3-4% de perte de PIB avec un réchauffement climatique de quelques degrés, ça vous donne ça. C'est-à-dire que ce que projette un petit peu l'économie mondiale, hein, c'est 2% de croissance par an, donc vous tirez ça de 2020 à 2100. Donc vous avez ça, le réchauffement climatique, le niveau de prospérité de PIB. Sans réchauffement climatique, vous avez là les dommages liés par Nordhaus. Et donc vous voyez que ce que cause le changement climatique, c'est finalement assez peu, d'après ces calculs-là, je tiens à le préciser, et ce qui valide ainsi donc des
propos comme celui de Richard Tolles, qui est un des économistes spécialistes de ces questions d'évaluation des dommages économiques, qui dit que voilà, un siècle de changement climatique ne sera pas pire que de perdre une décennie de croissance, et ça, ceux même dans les scénarios les pires, et donc il conclut, vous serez ravis de l'apprendre et vous pourrez dormir tranquillement chez vous, que ce n'est pas un problème important pour le XXIe siècle. Alors, moi, je me suis interrogé sur comment ces chiffres-là pouvaient paraître crédibles au regard, donc, comme je vous le disais, de ce qu'on peut savoir actuellement. Et je pense, là-dessus que je suis en train de travailler actuellement, sur le fait qu'il y a une histoire longue à écrire de la séparation entre la science économique et le monde naturel, et qu'en particulier l'inculcation de l'autonomie de la sphère économique, de l'autonomie de l'économie, par rapport à tout un tas de phénomènes sociaux, mais en particulier aussi des phénomènes naturels, est quelque chose qui a rendu possible cette croyance en un changement climatique qui perturbe assez peu finalement la trajectoire de l'économie mondiale. Mais là encore, même si vous croyez à ces changements-là, vous pouvez quand même justifier 2 degrés, c'est ça qui est magnifique, puisque vous l'avez vu, on l'a vu avec Stern et Nordaeus, même avec ces niveaux de dommages qui paraissent pour moi étonnamment faibles, vous pouvez quand même justifier une politique de 2 degrés. Alors, voilà, j'ai presque fini, donc c'est parfait. La conclusion que je voulais, donc j'ai 2 conclusions. La conclusion que je voulais vous donner sur l'analyse coût-bénéfice, c'était que voilà, c'était l'apport qu'avait Nordaeus sur la question du climat. Il avait utilisé donc cette méthodologie pour trouver le réchauffement climatique optimal. Et le problème de l'analyse coût-bénéfice, c'est qu'elle a de nombreux manques qui sont connus depuis bien longtemps. Je vous ai parlé de l'actualisation, mais il y en a d'autres. Et que ces prescriptions, les résultats auxquels elle peut arriver, n'ont de valeur que relativement à la qualité des données d'entrée et à la part des choses que vous pouvez évaluer. Ce que montre très bien cet article que je cite là et qui réagit justement au premier modèle de Nordaeus, voilà à quel point finalement ce que je dis devant vous est ancien et d'une certaine manière bien connu, même si ça a été oublié, donc c'est bien de le redire. Cette analyse coût-bénéfice, voilà, vous analysez vos bénéfices, vos coûts, généralement, vous les évaluez sur ce que vous pouvez évaluer. Vous laissez dans l'ombre des quantités de choses qui sont complètement astronomiques voilà, vous êtes en train de faire des différences d'incertitude et donc la valeur du résultat est finalement, dans la plupart des cas, assez faible. Et je tiens à insister ce soir là-dessus parce qu'on voit fleurir avec la crise du coronavirus des tentatives de faire des analyses coût-bénéfice du confinement, enfin de tout un tas du port du masque, de tout un tas de choses, de politiques publiques sanitaires, voilà, voilà, qu'est-ce qui serait optimal de faire pour arrêter, est-ce qu'il faut laisser couler l'épidémie ou au contraire la faire s'arrêter, et vous avez exactement les mêmes travers là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont évaluables, vous allez faire le calcul là-dessus, puis il y a des espèces de grosses masses inconnues que vous allez laisser dans l'ombre alors que bien sûr elles ont une importance capitale sur la qualité de votre résultat. Donc s'il y avait juste un petit message à revenir sur la question de l'analyse coût-bénéfice, c'est qu'en situation d'incertitude, choisir par une méthode d'analyse coût-bénéfice est très probablement une très mauvaise manière de faire. L'autre argument que je voulais rappeler devant vous, c'était que l'analyse coût-bénéfice, c'est la maximisation d'une fonction, cette fonction de bien-être social utilisée Nordaeus. Là, on l'a vu par ce biais de la question du taux d'actualisation qui est dépendant de la forme qu'on donne et des paramètres qu'on donne à cette fonction de bien-être social. Et cette fonction de bien-être social, elle incorpore des choix éthiques. Donc à l'agrégation à travers le temps, par exemple, ça fait partie de votre fonction objective. Et votre fonction objective, il n'y a pas de manière objective de déterminer votre fonction objective. Ça doit être, à mon sens, une délibération publique et collective qui peut éventuellement conduire à une fonction objective. Et l'ACB, l'analyse coût-bénéfice, cache derrière des hypothèses techniques ces choix assez profonds avec des conséquences assez importantes qui sont masquées par l'analyse coût-bénéfice. Je vous ai parlé de la question d'agrégation à travers le temps, mais vous avez les mêmes problèmes sur l'agrégation à travers l'espace, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un qui est plus impacté, qui est plus pauvre, est-ce que les impacts ou les pertes de richesse qu'il a doivent compter autant différemment de quelqu'un qui est riche? Voilà. Comment est-ce que vous faites pour agréger ça?
Voilà. Et comment est-ce que vous faites pour prendre en compte des choses qu'on ne sait pas vraiment monétiser, perte d'autres espèces non humaines, comment est-ce que vous les valorisez. Voilà. Tout ça sont bien sûr des espèces de grosses inconnues qui, bien sûr, vont avoir une influence déterminante sur votre résultat. Bon, ça, c'est juste pour les numériciens, c'est la tête de la fonction qu'on essaye de maximiser. Vous voyez que chercher l'optimum, bon, c'est relativement plat. Donc, vous se demandez finalement si ça a vraiment un sens de chercher l'optimum, mais ça, c'était juste une petite blague. Alors, bon, j'ai toute une discussion, mais je ne la ferai pas sur est-ce que la CB a été véritablement influente et à quel point. Tout ça pour vous dire que, heureusement, d'une certaine manière, les économistes n'ont pas gagné sur la CB, même s'il y a des influences souterraines qui restent, c'est le coup d'après. Mais ce qui a cadré la question du changement climatique, ce qui a fini par remporter le morceau, c'est bien plus les critères, l'analyse multicritère du GIEC, là, dans lequel vous avez 5 raisons de se préoccuper du changement climatique, hein, les fameuses reasons for concern. Et c'est donc ça qui a été assez déterminant pour aboutir à cette cible que s'est fixée maintenant la communauté internationale, l'humanité de 2 degrés. Est-ce que cette cible sera tenue, c'est une autre question, mais on peut sans doute se féliciter que Nordhaus n'ait pas été écouté sur ce point. Donc là encore, c'est l'autre importance de la CB. Je passe là-dessus, je passe sur tout ça. Voilà, et donc ma conclusion de la conclusion finale, c'est que voilà, les outils de la science économique incorporent toujours d'une certaine manière une vision sur ce qu'est le monde et selon une distinction que j'emprunte à Amartya Sen. Cette vision du monde recoupe à la fois des aspects mécaniques, c'est-à-dire comment fonctionne l'économie, comment se forme le taux d'intérêt sur les marchés en fonction de quoi, et aussi des aspects éthiques, hein, une vision du monde mécanique et éthique, c'est-à-dire des jugements de valeur sur les rapports entre les choses. Qu'est-ce qui vaut par rapport à quoi? C'est des choses assez profondes qui sont toujours embarquées dans les outils de calcul économique, et donc ça ne veut pas dire qu'il faut se dispenser de ces outils, de ces calculs, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de l'endroit où ces visions du monde interviennent, et surtout, il me paraît important de rappeler que donc, les choix éthiques ne doivent pas s'effectuer en catimini, cachés derrière des hypothèses techniques. Et donc, voilà, c'était une présentation visée à vous rappeler, cela. Voilà, écoutez, j'ai terminé. J'espère ne pas avoir trop débordé sur notre Non, c'est très bien, merci présentation beaucoup. pour qu'on puisse discuter avec vous, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important, un débat qu'on pourrait avoir. Ok, ouais, merci beaucoup pour ta présentation qui était super intéressante et assez effrayante, hein, je pense en même temps. Donc, à partir de là, on va te poser les questions formulées par les participants sur l'outil qui s'appelle SpeakUp. Ouais. Et on va les lire, donc Damien et moi, dans l'ordre des votes. Donc, on va commencer par les questions qui ont reçu le plus de votes. Alors, juste une petite question d'organisation. Vous souhaitez que je réponde après chaque question? Enfin, comment ça se passe d'ordinaire? Oui, Vous avez absolument. plusieurs questions? Oui, d'accord, très bien. Très bien. Donc, j'écoute bien votre première question. Ouais, voilà. Ouais, on les fait une par une. Ouais. Oui, très bien. Donc, première question, pourrait-on considérer que l'ACB est pertinente pour traiter des petits problèmes à petite échelle, mais totalement inappropriés pour un problème, premièrement, à l'échelle mondiale et deuxièmement, d'une ampleur aussi, j'ai perdu, elle a bougé, d'une ampleur aussi structurante? Alors, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire il me semble qu'il ne faut pas forcément abandonner l'ACB dans toute circonstance. Ça dépend vraiment de la qualité des données que vous avez, est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment pris en compte tous les coûts et tous les bénéfices. Voilà, donc si vous êtes relativement confiant sur le fait que vous avez pris en compte tous les coûts et tous les bénéfices, et que vous savez correctement les évaluer, et que vous avez envie de décider selon une ACB, il restera quand même toujours des questions de choix éthiques derrière, très probablement, mais bon, si ça ne concerne que vous, vous pouvez sans doute décider en vous-même ce que vous décidez de faire.
Voilà, donc les entreprises utilisent de manière routinière l'ACB. Est-ce que ça donne toujours des décisions optimales? J'en sais rien. Mais bon, c'est peut-être pas très grave. Le taux d'actualisation, pour elles, c'est déterminé plus par le taux auquel elles placeraient leurs fonds. Bon, elles ne se posent pas trop de questions sur qu'est-ce que ça veut dire dans 20, 30, 40, 50 ans, parce que beaucoup n'ont pas cet horizon-là, cet horizon de temps-là. Donc voilà, ce n'est pas du tout quelque chose contre l'ACB en tant que tel. C'est juste de rappeler un certain nombre de conditions pour lesquelles une ACB puisse s'appliquer dans des délais, enfin avec une certaine forme de cohérence et on va dire, de pertinence des résultats. Et effectivement, plus les problèmes sont complexes, plus vous avez des rétroactions, plus vous avez des coûts et des bénéfices non évalués, moins l'analyse coût-bénéfice fait sens. Parce que vous êtes dépendant de tout un tas de choix de modélisation que vous maîtrisez très peu, sur lequel on peut passer beaucoup de temps à discuter. Et c'est ce qui a été fait avec le modèle DICE. Il y a beaucoup de gens qui ont discuté, et si on change tel paramètre, qu'est-ce que ça fait, etc. etc. Voilà, bon, on peut dire à la limite, vraiment, si on veut défendre jusqu'au bout cette analyse coût-bénéfice, que ça peut avoir une vertu heuristique, c'est-à-dire ça nous donne une manière d'enquêter. Bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense plutôt que sur le cas du climat, ça a eu un effet de masque, un effet d'éviction de d'autres études, qu'on s'est focalisé sur ces questions de changement climatique optimal, de détermination, parce que c'est lié à ça, de coût social du carbone, qui est un petit peu cette valeur qu'il faudrait mettre sur les émissions pour que, en gros, les acteurs aient un coût des émissions qui correspondent aux dommages créés par ces émissions. Mais ce dommage, là encore, il y a des hypothèses éthiques là-dessus. Vous avez des problèmes d'évaluation. Donc, on s'est beaucoup focalisé là-dessus. Plutôt, enfin, en tout cas, la communauté économique a beaucoup discuté de ça. Plutôt peut-être que de s'intéresser, enfin, c'est aussi intéressé, hein, mais ça a eu un impact pour moi important en termes de messages qui ressortent, qui est qu'il y a quand même beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de jeux de cerveau qui ont été passés à discuter une analyse coût-bénéfice, avec finalement, quand vous voyez à l'échelle de 20-30 ans de débat scientifique, on a un petit peu l'impression qu'on en est au même point. Je parle sur la question de l'analyse coût-bénéfice, je ne parle pas sur la question globale de l'évaluation, des évaluations économiques du changement climatique. On espère avoir progressé là-dessus, mais sur la question de l'analyse coût-bénéfice, effectivement, on n'a pas progressé. Et il me semble qu'on ne pouvait pas progresser parce que derrière, il y a ce qui était implicite un petit peu dans votre question, c'est-à-dire qu'il y a une complexité du monde à prendre en compte et qui est très difficile à prendre en compte. Et puis, il y a cette composante sur laquelle j'ai insisté, qui est que derrière, il y a des choix. Il y a des choix à faire, et que ces choix à faire, c'est pas c'est pas en essayant de tirer des valeurs, d'observer des séries temporelles de taux d'intérêt sur des marchés ou la manière dont les gens font leurs courses qu'on va résoudre ces choix de société. Donc c'est pour ça qu'il me semble qu'une délibération publique est plus adaptée pour résoudre de toute façon ces questions qui, pour un problème d'une complexité, pour un problème d'une ampleur comme le changement climatique, se posent. Voilà. Si vous faites une analyse coût-bénéfice à 1 an, vous avez la question du taux d'actualisation, par exemple, elle est un petit peu secondaire. Mais bon, si vous faites une analyse à 100 ans, effectivement, elle est très importante. C'est-à-dire on va dire, une petite remarque sur la phrase de Solow, c'est que ce qu'il y a, it matters so much, c'est vraiment pour des horizons de très long terme. Et toutes les décisions, heureusement, ne sont pas que des décisions en très long terme. Ok, merci. Damien, tu lis là-dessus? Ouais, alors peut-être juste un petit point pratique pour les personnes qui sont encore en train de poser des questions sur SpeakUp ou de voter. Lorsque soit Aurélien, soit moi sommes en train de lire une des questions, on va vous demander de vous mettre sur pause avant de vous remettre à voter ou à rajouter des questions, parce qu'après sinon ça change l'ordre des questions et on arrive très difficilement à les lire. J'ai vu notamment Aurélien désespéré de voir la question en perdre 4 ou 5 places tout à l'heure.
Exactement. Voilà. Donc, la question suivante. Quelqu'un se demande si des économistes ont proposé des modèles compatibles avec les contraintes physiques de la planète. Alors, j'aurais aimé, c'est là où on voit les, euh, les défauts de ce mode, malheureusement, qui est le nôtre ce soir, c'est-à-dire de ce mode un peu virtuel. J'aurais aimé que la personne précise sa question, mais je vais essayer d'y Voilà, répondre en essayant alors, de préciser moi-même quels sont les termes du débat. cette personne, enfin, on a lu la question, mais la personne qui l'a rédigée peut se désigner et prendre la parole si elle le Qu'est-ce souhaite. qu'elle entend par, je pense savoir, mais qu'est-ce qu'elle entend voilà, je peux répondre, hein, je veux dire, les limites c'était quoi le titre de votre question? La limite de la planète, c'était ça? Les contraintes physiques de Les la contraintes planète. physiques de la planète. Alors, les contraintes physiques de la planète, on a l'impression qu'elles sont tangibles. Voilà, donc vous avez on les connaît, quoi. Quand on parle de contraintes physiques, on voit bien, c'est-à-dire, voilà, je passe sous un pont, il fait 2 mètres, il faut que je passe quelque chose qui fasse moins de 2 mètres, quoi, sinon je me paye le pont, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Bon, c'est une contrainte physique au chargement que je dois faire passer. Les contraintes physiques de la planète, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont essayé de définir ce qu'on appelle les planetary boundaries, c'est-à-dire cette espèce de limite à ne pas dépasser pour, en gros, ne pas mettre en danger l'autorégulation, si vous voulez, du système Terre. Et donc, déjà, il faut voir que pour la question du climat, par exemple, ils ont fixé, je crois, à 2 degrés, hein, cette limite. Ce n'est pas vraiment une contrainte physique, c'est-à-dire on peut dépasser cette limite. C'est juste qu'il y a des rétroactions négatives qui se mettent en branle dans le cas où on la déplace. C'est pour ça que le terme de frontière proposé par certains est sans doute plus adapté pour parler de ça. C'est-à-dire, voilà, on essaye de rester dans des frontières de fonctionnement viable du système Terre. Voilà. Je reformulerai la question plutôt de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui font ça. Oui, Nordhaus peut faire ça. Nordhaus peut vous mettre des contraintes sur le modèle DICE peut vous mettre des contraintes sur 2,5 degrés. Il y a plein de modèles qui aujourd'hui font des trajectoires d'émissions qui permettent de rester en dessous de 2 degrés. On peut dire que d'une certaine manière, ce sont des modèles qui respectent les contraintes physiques de la planète. Voilà, la question c'est, vous pouvez toujours, enfin si on parle en termes conceptuels, hein, un modèle, même un modèle d'optimisation comme Nordhaus, voilà, vous avez une fonction objective, vous pouvez rajouter autant de contraintes que vous voulez derrière. Peut-être vous n'aurez pas de solution, mais bon, si c'est faisable, alors là, c'est un gros problème. Mais bon, si c'est faisable, si il existe un chemin, vous pouvez toujours faire tourner vos modèles. La question qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Parce que, comme je vous l'ai dit, les outils sont déjà là pour le faire. C'est plus quelque chose qu'on appelle l'analyse coût-efficacité que l'analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire j'ai un jeu de contraintes, comment est-ce que j'essaye de la respecter à moindre coût? Pourquoi est-ce que ce type d'analyse-là, qui existe, n'ont pas eu autant d'impact ou autant, pas agrégé autant de recherches que l'analyse bénéfice, à mon sens. Ça, c'est une vraie question. À mon avis, Nordhaus propose une réponse à ça. C'est-à-dire, ses premiers travaux, Nordhaus, il a essayé de dire, voilà, Bon, j'ai lu un certain nombre de travaux, c'était dans les années 70, j'ai lu un certain nombre de travaux de climatologie. Voilà, bon, on va essayer de se limiter à un doublement de la concentration de CO2 par rapport au niveau pré-industriel. Ça paraît vraiment difficile d'aller au-delà. Donc, il fait son modèle. Voilà, comment est-ce que je fais pour respecter ces limites-là? Quel doit être mon système énergétique pour rester en dessous de ces 2 degrés? Donc, en quelque sorte, si j'interprète correctement la question, Nordhaus respecte les contraintes physiques. Voilà. Bon, on ne va pas dépasser 2 fois la concentration de CO2. Il aurait pu prendre 1,5 fois. Bon, il a pris 2 fois, peu importe. La logique, il me semble, est la même. Donc, il fait ça, il fait ces 2 degrés, enfin, c'est ce doublement de la concentration. Et puis ensuite, il est insatisfait. Il écrit un autre papier en disant quand même, pourquoi est-ce qu'on devrait se limiter à ça? Est-ce que
on ne pourrait pas trouver un petit peu de flexibilité si on change cette limite? Est-ce que cette limite est justifiée économiquement? Parce que finalement, on peut en mettre plus dans l'atmosphère que 2 degrés. Il n'y a rien qui physiquement l'interdit. On peut avoir des concentrations jusqu'à 1000 ppm. Il n'y a rien qui physiquement l'interdit. Il n'y a pas ça ne viole aucune loi physique hein, d'aller jusqu'à 1000 ppm dans l'atmosphère. Donc, il dit, il faut que je calcule les dommages. Il faut que je fasse une analyse coût-bénéfice, parce que là, il y aura une fondation économique à ma contrainte. Une contrainte qui est une fondation physique, ce n'est pas une contrainte physique, puisque c'est une sorte de limite que vous vous mettez, vous vous auto-contraignez en quelque sorte. Ça ne permet pas d'atteindre le maximum de bien-être. Donc Nordhaus continue son modèle et endogénéise cette contrainte, fait les dommages et vous raconte ce que je vous ai raconté, fait la question d'analyse coût-bénéfice. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose là d'assez profond, de forcément toujours vouloir endogénéiser les choses, comme disent des économistes, c'est-à-dire toujours vouloir en rajouter dans l'analyse et faire en sorte que ces contraintes physiques qui, comme j'espère l'avoir montré, n'en sont pas vraiment, c'est-à-dire c'est des bornes que l'on se fixe, et bien que cette borne elle soit fixée non pas sur des critères physiques, biologiques, mais sur des critères économiques. Parce que voilà, c'est ça qui permet d'atteindre le maximum de bien-être. Et c'est ça la logique qui anime beaucoup de travaux. Voilà, donc là encore, je pense qu'il y a un travail à faire pour être en tant qu'économiste plus humble sur ce qu'on est capable de faire et accepter les analyses de type coefficacité, accepter effectivement qu'on mette des bornes sur des choses qui sont raisonnables et que si vraiment on a envie d'optimiser à l'intérieur de cet espace, faisons-le, ça nous amuse. Mais voilà, respectons cet espace et ces bornes, au lieu de vouloir forcément leur donner une rationalité économique derrière qui me paraît un petit peu illusoire. Ok. Voilà ce que je pourrais répondre à cette question. Bon, merci. Alors la question suivante est comment faire pour que des économistes non orthodoxes comme toi, Giraud, Kuhn ou autres, soient inclus dans le groupe 3 du GIEC? Il en va de sa crédibilité. Alors, la distinction économiste orthodoxe, seconde orthodoxe, c'est une discussion un petit peu piégée. Je suis en train de travailler là-dedans, donc je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense qu'il est important de ne pas donner trop d'importance à cette distinction et de voir qu'est-ce qui est fait dans les travaux du GIEC. Et dans les travaux du GIEC, si on regarde bien, et c'est pour ça que je n'ai pas tant parlé que ça des travaux du GIEC, j'ai surtout parlé des travaux de Nordhaus et de la communauté économique, qui a aussi une influence bien sûr sur les travaux qui sont rassemblés dans les rapports du GIEC, parce que ces gens-là, le GIEC, je rappelle, c'est juste une instance de synthèse des travaux qui sont faits. Ils ne font pas de travaux en eux-mêmes. Mais disons, les équipes qui sont très souvent citées sont des équipes qui sont plutôt en marge en fait, de la science économique, c'est-à-dire qui sont dans ces marges plutôt qu'en marge, qui est peut-être à une autre connotation, mais qui sont dans ces marges. C'est-à-dire que ce pas des choses qui sont dans le centre de l'économie. L'économie a une science très hiérarchisée, avec un centre assez défini. Ça a été montré par pas mal d'études d'histoire et de sociologie des sciences. Les gens qui sont du GIEC ne sont pas forcément des gens qui font de l'analyse coût-bénéfice. Alors, il y a aussi une place qui est faite à ces gens-là, ce qui d'ailleurs occasionne parfois des contradictions dans les chapitres, contradictions dont certains, comme Björn Lomborg, que j'ai cité dans la présentation, enfin dans les slides, mais qu'on n'a pas eu le temps de discuter, peuvent parfois de contradictions dont ils peuvent parfois se nourrir pour dire regardez le changement climatique, c'est pas important, mais il y a une bonne partie des travaux qui sont faits, qui sont, comme je vous l'ai dit, des questions de coût-efficacité, qu'on ne peut pas véritablement qualifier d'orthodoxe, au sens où il ne faut pas d'analyse coût-bénéfice. C'est ça l'orthodoxie ici, il faudrait préciser ce que c'est. Et donc finalement, le GIEC est plutôt pluraliste, il me semble. C'est-à-dire que voilà, vous avez des gens qui essayent de modéliser un certain nombre de choses. Bon, bien sûr, les modélisations sont toujours contestables, on peut toujours avoir d'autres hypothèses, on peut toujours essayer de le faire. Il y a des gens qui le font. Voilà. Mais ils ne sont pas forcément dans ce paradigme que j'ai dit là, dans le changement climatique optimal. Eux, au contraire, c'est des prospectivistes, ils travaillent par scénario, c'est-à-dire on leur donne des scénarios, ils les évaluent, ils donnent les résultats, et ensuite on décide sur la base de ces résultats, sur la base de ces analyses multicritères,
c'est ça qui est fait. Les trajectoires des émissions qu'il y a dans les modèles repris par le GIEC, voilà, sont capables de générer tout un tas un éventail de trajectoires possibles. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à dire qu'il y a une controverse dans le deuxième rapport du GIEC, celui de 95, précisément au sujet des modèles d'analyse coût-bénéfice. Et précisément au sujet d'une question que j'ai à peine effleurée, qui est la question de l'agrégation spatiale, qui est comment est-ce que vous agrégez les dommages qui ont lieu aux États-Unis et au Botswana. Une des manières de faire, vous évaluez combien ça coûte je ne sais pas quelle est la monnaie du Botswana, de la monnaie nationale du Botswana, vous convertissez $100, vous faites ce calcul-là, et puis vous avez comme ça un somme global de dommages. C'est une manière d'agréger. $1 égale $1 partout. Le GIEC, vous savez, les rapports du GIEC sont soumis à questions et à débat. Les gens peuvent envoyer des rapports, et en particulier les instances nationales peuvent envoyer des rapports et faire des commentaires en disant est-ce que vraiment ça doit être, est-ce que vraiment c'est validé par la science, est-ce que vous faites bien de mettre ça là, est-ce que vous êtes sûr de vous, voilà. Et il y a eu une controverse qui s'est élevée, parce que ça, ce que ça veut dire quand on additionne dollar par dollar, ça veut dire que, donc, voilà, c'est un type de calcul fréquent en économie, mais vous savez qu'il y a une sorte de valeur de la vie statistique qui existe. Donc, vous pouvez calculer combien coûte un mort américain. Ça coûte, voilà, je sais pas, $3 millions. Vous pouvez calculer combien coûte un mort au Botswana. Ça coûte, je sais pas combien de monnaie nationale. Et quand vous faites la conversion, voilà, vous trouvez que un mort états-unien vaut, je sais pas, allez, 1000 morts au Botswana. Donc, problème quand même quand on commence à agréger ces dommages-là. Et ça a été fait. Ça a été soulevé comme point. Et donc, il y a une grande controverse sur faut-il et comment faut-il agréger les dommages. Et la conclusion de ça a été qu'il vaut mieux ne pas essayer de le faire, et il vaut mieux ne pas mettre ces modèles dans le rapport du GIEC. Donc, voilà, je ne pense pas qu'on puisse dire que le GIEC ça a aussi évolué, hein, mais il y a quand même eu un certain nombre de points dans lesquels les gens ont été bien conscients des travers qu'avait ce type d'analyse, précisément parce que, précisément par la structure indélibérative du GIEC et le fait qu'il y a des pays en développement qui ont la même voie au chapitre que les pays en développé, qui ont pu faire ce point en disant attendez, dans les hypothèses de votre modèle, là, il y a le fait que un mort chez moi, ça compte 1/1000 de mort chez vous. Et je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse-là, et donc vous ferez mieux de faire votre modèle différemment. Voilà. En fait, la conclusion logique qu'on pourrait faire, c'est que la valeur d'une vie est la même partout. C'est ce que proposent un certain nombre de philosophes, et la même dans tous les pays du monde, et que donc la manière d'agréger, la bonne manière d'agréger, ce soit effectivement ça. C'est une proposition qu'a faite John Broome, par exemple, de dire il faut agréger les monnaies nationales de telle sorte que la valeur de la vie soit la même dans tous les pays. Proposition qui me paraît assez raisonnable, mais voilà, qui est aussi un choix éthique, comme je le disais. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce choix-là. Il peut y avoir d'autres arguments contre ce choix-là, mais ça reste un choix éthique qui a fait. Et les instances autour du GIEC ont très bien vu qu'il y avait un choix éthique qui était fait dans ce type de Ok, merci. Ok. On vous pose ensuite une question sur les modèles qui ont été présentés, ce soir. Est-ce que ces modèles supposent des ressources naturelles infinies, et que penser de l'épuisement des ressources pétrolières sur le PIB? Alors avant de vous laisser la main, je me permets juste de faire un petit peu de pub, puisque en mai dernier, on avait accueilli Emmanuel H., un économiste à l'IFPEN, qui était venu parler de l'impact des ressources, de la finitude des ressources dans la transition énergétique. Et il était également venu en novembre 2018. Il était intervenu aux côtés de Philippe Biwix pour parler des matériaux de la transition énergétique. Et vous pourrez retrouver toutes ces conférences sur notre site internet. Donc, il y a, je pense qu'il faut séparer ce qu'on entend par ressources naturelles.
Ces modèles-là, le premier modèle de Nordhaus n'avait pas de contraintes en termes de ressources. Vous savez, les modèles économiques de ce type-là sont des modèles très simples. Vous avez du capital, du travail, ça vous fait un produit, vous répartissez ce produit en investissement, consommation. L'investissement vous donne plus de capital. Voilà. Il peut y avoir des sous-produits de la production qui sont voilà, les émissions, ça fait retour, fait des rétroactions sur votre production. Mais voilà, en gros, vous avez besoin que de ça pour faire tourner le modèle dans sa version la plus simple. Alors, des gens ont dit, oui, ça donne des scénarios beaucoup trop émissifs, beaucoup plus que ce qu'il y a comme pétrole. Donc, c'est pas très réaliste. Ce scénario qu'on dit business as usual, le scénario voilà, au fil de l'eau, on ne fait aucune politique climatique, ça conduit à des choses qui sont complètement délirantes. Donc, Nordhaus a mis une contrainte en termes de ressources, mais bon, ça réfléchit un peu ça, mais c'est pas très, très important parce que le problème, vous le savez, j'imagine, hein, c'est que il y a suffisamment de ressources pétrolières, enfin pas forcément pétrolières, excusez-moi, des ressources fossiles, pétrole, gaz, mais surtout charbon, gros morceaux de charbon pour le fait qu'on puisse aller assez loin quand même hein, dans le réchauffement, assez loin dans les ppm. Donc ces contraintes-là, en fait, ne mordent pas sur la trajectoire. C'est-à-dire que les contraintes de disponibilité, alors de manière agrégée, parce qu'après on peut discuter plus finement sur la question de voilà, les ressources pétrolières, les ressources gazières, les ressources charbonnières, et tout ça c'est pareil, mais ce sont des modèles très agrégés dans lesquels ces distinctions-là ne sont pas faites. Donc pour ça, il faut s'adresser à d'autres types de modèles, comme ceux voilà, dont j'ai pu parler. Enfin, certains font les distinctions sur ces différents types d'énergie fossile. Mais voilà, il y a une contrainte globale sur la disponibilité d'énergie fossile, mais cette contrainte globale, en gros, ne change pas la trajectoire de business as usual et ne change pas non plus, les scénarios optimums, enfin très peu. Donc sur cette question de la disponibilité des ressources pétrolières, si on regarde voilà, à une vision un peu de long terme, on voit, il me semble, alors on n'est pas d'accord là-dessus, mais il me semble que voilà, on est plus dans ce que Pierre-Noël Giraud appelait un problème de poubelle qu'un problème de ressources. C'est-à-dire la question, c'est pas tant est-ce qu'on va avoir suffisamment d'énergie fossile, c'est qu'est-ce qu'on va faire du CO2 que rejette l'utilisation des énergies fossiles. Et donc, dans la question du climat, la disponibilité des énergies fossiles est à mon avis pas vraiment une contrainte qu'il est important de prendre en compte parce que la vraie contrainte, c'est sur la sortie. Voilà, ça peut ne pas être le cas si voilà, il y a des moyens de, voilà, comme capture et séquestration du carbone qui en gros font que ce que vous avez en sortie et ce que vous avez en entrée, en sortie dans l'atmosphère, ce que vous avez en entrée, c'est pas exactement pareil. Mais bon, ces scénarios-là sont généralement pas, enfin, il n'y a pas un déploiement massif de ces choses-là. Donc voilà. Donc, alors ça c'est une première réponse. Et pour les ressources énergétiques, je ne pense pas que ce soit forcément pertinent de faire ça, mais si vous avez votre avis, je serais très heureux enfin, voilà, d'avoir d'entendre une contradiction. Après, il y a la question des ressources naturelles, et notamment, c'est un des grands arguments de Philippe Louix, la question des ressources minérales. Voilà, on peut se dire, finalement, on va investir dans tout un tas de techniques pour collecter d'énergie très dispersée, voilà, les panneaux solaires, le vent, les énergies marines, etc. Tout ça, il va nous falloir tout un tas de matériaux. Ce sont des matériaux qui vont être des matériaux minéraux. Aura-t-on vraiment la disponibilité de ces matériaux-là? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte dans les modèles. C'est quelque chose qui, il faut bien le dire, difficile à évaluer. Mais il y a des gens plutôt à la marge là qui essayent de faire ça. Voilà, Philippe Louix en fait partie avec des conclusions assez négatives sur la possibilité d'avoir une transition énergétique de la manière dont on l'envisage couramment. Mais dans les modèles type Nordhaus, c'est pas fait et je ne pense pas que dans ce type de modèle-là, ça puisse être fait au sens où ça demande une précision et un degré de spécification qui n'est pas du tout l'esprit de celui de Nordhaus. Le but de faire de Nordhaus, c'est d'avoir un modèle simple pour faire de l'optimisation. Hein, donc ensuite, si vous voulez faire autre chose, il y a d'autres modèles qui existent qui permettent de faire autre chose. Je parlais des modèles
plus de simulations, scénarios, prospectives, qui vont être beaucoup plus détaillés parce que vous n'avez pas optimisé. Voilà. Si vous avez trop de variables de décision, ça devient un cauchemar d'optimiser ça. Et donc, vous ne pouvez pas trouver la politique optimale parce que ce qui intéresse un DAO, c'est de trouver la politique optimale. Donc, voilà, rien n'interdit de faire ça. C'est un outil DICE et ces modèles, c'est un outil qui ont été conçus pour calculer les trajectoires optimales. Et l'optique dans laquelle elles sont conçues sont voilà, marquées par cet objectif final. Il ne faut pas, à mon avis, chercher à les améliorer. Il faut juste que la question n'est pas bonne, comme j'essaie de le montrer, et il faut passer à autre chose, à d'autres types de modèles. Mais pas parce qu'ils ont des défauts intrinsèques, c'est parce que la question de départ n'est pas posée, que ces modèles-là sont faits pour n'est pas bien posés, enfin, n'est pas pertinent, ou trop. Enfin, voilà, bon, ils répondent bien à la mauvaise question, quoi. Voilà, ils répondent à une mauvaise question, donc partons de modèles pour répondre à de bonnes questions, de modèles conçus pour répondre à de bonnes questions, plutôt que d'essayer d'améliorer des modèles voilà, qui cherchent à répondre à une question qui est douteuse. Ok, merci. Alors, la question suivante est: que répondent les économistes comme Toll, Nordhaus et autres aux objections factuelles qu'une partie des économistes leur font? Il y a une question qui est liée, que j'avais posée moi-même d'ailleurs. Est-ce que tu peux préciser le taux d'actualisation utilisé par Nordhaus qui fait partie des objections? Alors là encore, je ne pense pas que ça soit une objection. Je ne pense pas qu'on soit dans le choix du choix d'actualisation du terrain scientifique. Mais pour répondre là-dessus, donc Nordhaus, si vous voulez, le taux d'actualisation, hein, cette espèce de taux d'intérêt, il est caché par deux variables de la fonction objectif. Le taux de préférence pure pour le présent et l'élasticité intertemporelle de substitution. Peu importe, tout ça se combine pour faire le taux d'actualisation. Mais la discussion de ces paramètres-là, de ces deux paramètres, enfin, la discussion technique entre économistes a lieu sur ces paramètres et pas tant sur la question du taux d'actualisation. La question, c'est qu'est-ce que le taux d'actualisation? Est-ce que le taux d'actualisation est observable? Fondamentalement, non, le taux d'actualisation n'est pas observable. C'est juste que, voilà, on a une fonction objective, on essaye de maximiser un truc, et pourquoi est-ce que ce que vous essayez de maximiser répondrait à ce que vous observez? C'est parce que, et c'est ce que fait Nordhaus, parce qu'on pense que la société fonctionne de la manière que vous essayez de maximiser la fonction. Alors, à partir du moment où on fait ça, on peut dire, si la société fonctionne de la manière dont on pense qu'elle observerait, alors ces choix d'épargne doivent être faits de telle manière, donc le taux de rendement du capital doit correspondre à tel truc, c'est relié au taux d'actualisation, et donc il y a toute une série de dérivations qui sont faites pour dire à la fin, le taux d'actualisation, c'est le taux d'intérêt. Donc, les paramètres de mon modèle, je peux les observer, enfin, je peux remonter aux paramètres de mon modèle en observant dans la réalité le taux d'intérêt. Comme je vous l'ai dit, cela n'est pas complètement cohérent. Il y a plusieurs taux d'intérêt qui existent. Il y a des taux d'intérêt sans risque et avec risque pour prendre une distinction cruciale, et ça ne donne pas les mêmes résultats. Donc, vous pouvez avoir un modèle dans lequel vous rajoutez du risque en disant, mais si la société prend des décisions de cette manière-là, en rajoutant du risque, alors qu'est-ce qu'on va observer, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça ne permet pas non plus de mettre tout en cohérence, tout ce qu'on observe. Donc, la question reste entière. Vous avez des données contradictoires, si vous voulez, donc vous pouvez choisir celle que vous voulez. Voilà, la question est aussi simple que ça. Donc, le débat entre Nordhaus et Stern, entre Nordhaus et Claren, Stern, lui, a une vision, il me semble, très claire là-dessus, en disant c'est un choix éthique. Il faut, voilà, donc il y a tout un tas de références aux grands utilitaristes anglais qui ont dit le taux de préférence pure pour le présent doit être égal à 0. Il dit voilà, c'est un choix éthique. Et Nordhaus dit oui, c'est choix éthique de l'aristocratie anglaise. Nous, en Amérique, en gros, on n'a pas envie d'entendre ça. On veut décider nous-mêmes, et ce que les gens font sur les marchés, ça correspond à un taux d'actualisation, un taux de préférence pure pour le présent, si vous voulez, de 2%. Voilà. Mais donc le débat, il est là, c'est-à-dire Stern va dire soit c'est un choix éthique, soit comme Klein, dont je vous ai parlé, qui a une distinction un petit peu plus différente, il va dire mais non, moi c'est aussi un choix tout aussi objectif que lui, c'est juste que je ne prends pas le même taux d'intérêt, je prends le taux d'intérêt sans risque, quand Nordhaus prend le taux d'intérêt sans risque, et ensuite vous rentrez dans des arguties sur quel est le bon taux d'intérêt qui doit correspondre au taux d'actualisation. Chacun a des idées là-dessus, mais il me semble que chaque économiste a des idées là-dessus. J'espère que
les gens ne s'intéressent pas à cette question particulièrement oiseuse. Mais chaque économiste a des idées là-dessus, et donc, voilà, vous avez ensuite des tas et des tas d'arguments qui sont faits pour observer ça. Alors, après, il y a plein d'autres subtilités, c'est-à-dire on peut changer les modèles. C'est pas exactement la même chose si vous avez des modèles à génération imbriquée ou si vous avez des modèles à agent à durée de vie infinie, qui est le modèle que suppose Nordaeus. Voilà, enfin, donc, il y a plein de manières de tenter de réconcilier les données, mais les données avec votre modèle. Mais il me semble pour moi le véritable. Ce qui permet de comprendre cette discussion un peu bizarre, c'est que vous avez un modèle normatif qui doit vous dire ce que vous devez faire. Et rien ne prouve que la réalité, donc les gens, les marchés, ce que tu veux, fonctionnent de cette manière-là. Donc, quand vous n'êtes pas là, à partir de ce moment-là, si vous essayez absolument de faire coller ce que vous devez faire avec ce que vous observez, c'est un petit peu bizarre de remettre, de faire ça, et donc vous n'y arrivez pas en fait. Donc c'est ça qui se passe. Et le débat entre Nordhaus et Stern, il est sur ça. Stern dit, moi j'ai un choix éthique clair, voilà ce qui en découle. Nordhaus dit, vous n'avez pas le droit de faire ce choix éthique. Si vous faites ce choix éthique, alors on devrait observer tel truc, les taux d'intérêt devraient être beaucoup plus bas, alors l'épargne devrait être telle, les gens n'agissent pas de cette manière-là, les gens sur les marchés agissent de telle et telle manière. Donc moi je vous dis ce que veulent vraiment les gens à partir des observations qu'on fait sur les marchés, et je trouve que les gens, je mets des guillemets dans les gens, les gens, les consommateurs. Voilà. Les consommateurs ont un taux d'intérêt de 2%, et donc c'est ça que je dois utiliser en analyse. Vous voyez, là, il y a ce que je disais, il y a à la fois une vision éthique et mécanique qu'il y a derrière, c'est-à-dire pourquoi est-ce que des choix faits quand je place mon épargne, pas vraiment moi qui la place, quand j'achète tel ou tel produit au supermarché, devraient avoir des conséquences sur la manière dont, en tant que société, on doit décider du changement climatique. Ça, c'est un choix éthique assez fort, il me semble. Pourquoi est-ce que ce choix qui est exprimé là a plus de valeur? C'est peut-être un choix qui n'est pas fait en connaissance de cause. Peut-être que si on me dit oui, pour faire ça, en fait, tu devrais choisir d'autres produits, je suis prêt à me dire oui, ok, je dois changer. Et des choix qui doivent être alignés, c'est pas que je dois aligner ma décision sur est-ce qu'il faut faire beaucoup ou pas beaucoup de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur la manière que j'ai d'acheter un grille-pain extra longue vie ou pas. C'est plutôt le contraire, quoi. C'est de se dire en fonction de ces grands choix-là, je vais adapter ma manière de consommation. Mais pour Nordhaus, c'est pas ça. C'est la consommation qui donne la vérité de ce que veulent les gens, et à partir de ça, il en déduit ses paramètres éthiques. Et donc, il y a une position là politique, éthique forte, et en plus des hypothèses sur comment est-ce que vous transmettez ces préférences des gens, des préférences des consommateurs, comment ils se reflètent dans ce que vous observez. Et bon, là, voilà, il n'y a pas non plus accord parce que c'est des systèmes très complexes qui ne sont pas véritablement modélisables avec les outils simples dont on parle là. Voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu au débat. Donc, si vous voulez, les objections, il y a des objections de différents ordres, mais sur la question du taux d'actualisation particulièrement, ce sont des objections de nature plus philosophique finalement. Okay. Merci pour cette réponse. Pour la suite, on va continuer par rapport à d'autres questions qui étaient posées sur l'analyse coût-bénéfice. On a quelqu'un qui comprend que vos conclusions amènent à éliminer ce type d'analyse coût-bénéfice, ou l'analyse coût-bénéfice de manière générale dans l'évaluation économique du changement climatique, et qui se demande quelle autre méthodologie économique valable nous avons pour évaluer les conséquences du changement climatique. Ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, vous placez déjà dans l'idée qu'il faut évaluer les conséquences du changement climatique. Donc, le changement climatique, l'analyse coût-bénéfice ne sert pas à évaluer les conséquences. Évaluer les conséquences, c'est une donnée d'entrée de ça. Et l'analyse coût-bénéfice vous sert à vous dire quelle est la décision que vous devez prendre. Donc, j'ai dit qu'il y a plein d'autres manières de prendre des décisions. Voilà, et on peut se dire, bon, on ne sait pas trop par quel processus c'est arrivé, mais les gens à l'accord de Paris ont
des dirigeants internationaux, l'accord de Paris, ont décidé de faire 2 degrés. Et donc maintenant, on devrait arrêter de faire des risques-bénéfices. On devrait se mettre à 2 degrés et le plus loin possible de 2 degrés. Donc ça veut dire aussi, si on dépasse 2 degrés, le plus proche possible de 2 degrés. C'est-à-dire on va essayer de s'éloigner le moins possible. Donc voilà, donc, la température, l'objectif, c'est que ça soit le plus petit, le plus proche de 2 degrés possible. Enfin, le plus proche de 1,5. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif qui a été fixé. Donc maintenant, la question, il me semble, n'a plus lieu d'être. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'économie. Il y a plein d'autres questions économiques intéressantes. Hein. Comment fait-on pour faire ça? C'est une vraie question économique intéressante. Voilà. Donc, justement, je parlais un peu dans le livre sur la question de comment on fait de la coordination internationale là-dessus. Alors je m'aperçois que ma batterie est en train de faiblir, donc je vais tout de suite la mettre pour ne pas être coupé. Voilà, je m'excuse de cette interruption. Je disais donc qu'il y a plein de questions intéressantes qu'on peut poser en économie. Donc les économistes ne seront pas au chômage s'ils abandonnent l'analyse coût-bénéfice. Voilà. Donc, il y a plein de choses en économie qui restent à faire et qui sont faites. Hein. Je ne veux pas du tout là dire que tout le monde n'a fait que travailler sur un risque-bénéfice. Mais la question que vous posez, c'est comment fait-on pour évaluer les conséquences du changement climatique et vous parlez des conséquences économiques du changement climatique. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Je me suis intéressé justement aux méthodes un petit peu d'évaluation des analyses de ces conséquences économiques du changement climatique qui me paraissent problématiques au sens où le changement climatique n'est pas observable. On observe des variations du temps. On observe, si vous voulez, des variations de relativement haute fréquence, quelques mois pour les variations intra-annuelles. Voilà, éventuellement des oscillations décennales, mais rien qui correspond à une évaluation de ce que serait le changement climatique. Donc, on a très peu de données véritablement à ce niveau-là, parce que c'est ce qui avait d'ailleurs été déjà dit les premières personnes qui sont intéressées à la question climatique d'un point de vue géologique. Voilà, l'article de Revel, je crois en 57, disait c'est une expérience unique de géologie, de biologie, enfin de géophysique qu'on est en train de faire en envoyant plein de gaz carbonique là-dessus. Il faut tout de suite comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà, et pour le changement climatique, pour les conséquences économiques de ce changement-là, c'est pareil. Alors, on peut essayer de lire dans le café en regardant les séries temporelles, comment est-ce qu'elles évoluent en fonction des séries temporelles climatiques. Bon, voilà, ça donne les résultats que je vous ai donnés, que je vous ai montrés. Voilà. Est-ce que ces choses-là nous disent véritablement quelles seront les conséquences économiques du changement climatique? Je ne sais pas. Est-ce que, là encore, est-ce que c'est une bonne question? Et est-ce qu'on ne peut pas essayer? Moi, je suis plutôt partisan de cette méthode-là. Vous savez, dire 10% de perte de PIB, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, on est content de savoir que ça veut dire 10% de perte de PIB, mais si on essaye de se représenter les choses, c'est-à-dire le PIB, c'est une donnée très abstraite, hein, il y a toute une littérature sur comment le PIB est construit, comment ça nous donne voilà, c'est pas quelque chose qui est directement observable, quoi, hein. Il y a tout un tas d'étapes statistiques avant d'arriver à construire un truc comme le PIB. Nous dire les dommages économiques pour 10% du PIB, est-ce que ça nous renseigne véritablement sur quelque chose? Je ne sais pas. Donc, essayer de décrire, par exemple, voilà, quel est l'état du système agricole, par exemple. Plus 6 degrés, ok, c'est quoi votre climat? Comment vous vous nourrissez? Une question simple, hein, c'est pas, voilà, mais ça nous donne déjà un petit peu des idées sur c'est quoi les conséquences du changement climatique. Pas les conséquences économiques, mais les conséquences alimentaires du changement climatique. Quand vous faites ça, vous voyez déjà, c'est très incertain, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr d'arriver à vraiment répondre à vos besoins alimentaires quand vous êtes à plus 6 degrés. Donc voilà, donc pour moi, il faut plus s'attacher à des choses qui sont reliées
assez directement aux conséquences climatiques, et l'alimentation, bien sûr, est une des manières assez directes de prendre le problème, plutôt que de s'intéresser à des variables qui sont des choses très très loin quoi, du phénomène que vous essayez d'appréhender. Le PIB, c'est très très loin du climat. Il y a tout un tas de chaînons qui aujourd'hui sont responsables du fait que les variations de temps qu'il fait, non que de la météo, si vous voulez, n'ont que peu d'impact ou un impact modéré sur le PIB. Est-ce que ça ne sera pareil après des réchauffements rapides, comme on va les connaître si on va dans un monde à 4, 5, 6 degrés? Voilà, c'est très incertain. C'est assez peu crédible que ce soit le cas pour moi. Mais voilà, donc la question c'est, voilà, veut-on, enfin, est-ce vraiment une donnée importante d'estimer l'impact sur le PIB du changement climatique en 2100? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une question importante. Quand on a tout un tas voilà, de masses, d'autres données. Donc, on prend l'exemple au niveau du coronavirus. Les décisions qui ont été prises, bonnes ou mauvaises, peu importe. Voilà, ce n'est pas du tout le lieu de rentrer dans ce débat-là, mais il y a des décisions qui ont été prises, elles n'ont pas été prises en fonction de l'impact que ça aurait sur le PIB. Donc pourquoi est-ce qu'on forcément s'intéresserait à cette mesure-là sur le cas du climat, dans lequel on ne parle pas du PIB dans quelques trimestres, où à la limite on peut avoir un petit peu une idée de ce que c'est, mais on parle du PIB dans 100 ans. Si vous regardez un peu ce que ça veut dire, le PIB il y a 100 ans, la composition, etc., vous voyez que ça a changé du tout au tout. Vous avez des chaînages d'indices qui rendent tout ça très, très, très compliqué de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire, que ça ne valait que, voilà, que 10% du PIB d'aujourd'hui. Bon. Ça ne donne sans doute pas des bonnes manières de concevoir, c'est-à-dire de se représenter concrètement ce que signifie la vie dans un réchauffement climatique à 6 degrés. Voilà. Mais si vous voulez faire ça, il y a des techniques qui existent, des techniques économétriques, vous pouvez chercher à les améliorer. Mais vous buterez toujours, il me semble, sur le fait que vous n'avez pas véritablement d'analogue du changement climatique. Vous avez juste des variations de la météo qui ne sont pas tout à fait ne correspondent pas tout à fait à ce que représente un changement climatique. Voilà. Ça reste des variations de haute fréquence et pas une montée de basse fréquence et soutenue pendant longtemps. Ok, en fait, il est presque 20h30, donc je pense qu'il faut qu'on arrête là. Il y aura encore plusieurs questions, mais je pense qu'on va pas pouvoir. On peut prendre une dernière question si vous voulez. Enfin, alors, c'est vous qui. allez, une partie. Alors, j'avais envie de poser en même temps les deux suivantes, en fait, qui semblent liées. Ouais, je sais, c'est moche. C'est sur les dommages et la modélisation. Encore, les dommages ne sont-ils pas documentés, point d'interrogation, par le GIEC? Et autre question, est-ce que des modèles comme le World 3 Asset, donc du rapport du Club de Rome, sont-ils plus pertinents? Alors, les dommages ne sont pas documentés. Oui, il y a une documentation des dommages dans le GIEC. Cette documentation des dommages, elle est faite alors, faire une distinction analytique entre les dommages, c'est-à-dire qui révèlent des dégâts de la valorisation monétaire, des dégâts, donc en termes de perte de PIB ou d'équivalent de perte de PIB, parce que voilà, quand quelqu'un meurt, c'est par exemple une perte de PIB, mais on peut faire comme si ça revenait à une perte de PIB. Voilà, tous ces tambouilles qui le font les économistes. Donc les dommages, on va dire l'évaluation monétaire, les impacts, l'évaluation physique. Le groupe 2 notamment s'intéresse beaucoup aux impacts sur les écosystèmes. Voilà, tel écosystème va disparaître. La grande barrière de corail va disparaître. À plus 6 degrés, il n'y a plus de grande barrière de corail en Australie. Donc, même à plus 2 d'ailleurs, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est des impacts. On a plein d'impacts sur les 5 reasons for concern. Là, les 5 raisons de se préoccuper du changement climatique. Vous avez impact sur les écosystèmes rares. Donc il y a beaucoup d'évaluations qui sont faites là-dessus. La question c'est qu'est-ce que ça veut dire en termes de PIB? Ça, on ne sait pas. Alors les économistes disent la grande barrière de corail, de toute façon, on ne donne pas de valeur, ou on essaie d'estimer la valeur à partir des gens qui vont faire du tourisme là-bas. Voilà, mais elle n'a pas de valeur en tant que telle, elle n'a pas de valeur intrinsèque, par exemple. Alors on pourrait décider de lui donner une valeur intrinsèque et de valeur intrinsèque assez haute.
Voilà, il y a, je sais pas, l'ours blanc, peut-être qu'il va disparaître. Si la banquise disparaît, ça va prendre un petit peu de temps parce que ça va fondre dans très très longtemps, mais peut-être que voilà, les espèces vont disparaître avant, la question de la glace de mer, etc. Bon, quelle valeur d'existence vous donnez à l'ours blanc? Bon, voilà. Ça fait partie de ces intangibles dont je parlais là, qui sont vachement importants pour comprendre, pour faire l'évaluation des dommages climatiques, donc l'évaluation monétaire de ces impacts physiques, mais sur lequel finalement on a assez peu de réponses. Donc vous avez une évaluation des impacts physiques qui sont faites, vous ne savez pas transcrire ces impacts en coûts monétaires, et c'est ça dont vous avez besoin pour faire votre analyse coût-bénéfice. Donc les impacts sont documentés, mais on ne sait pas transformer ces impacts en dommages. Et la question est, pourquoi devrait-on chercher absolument à transformer ces impacts en dommages? Personnellement, plus le temps passe, et moi je comprends pourquoi on cherche à documenter ces impacts, à transformer ces impacts en dommages. Et le GIEC, d'ailleurs, ne cherche pas forcément à documenter ces impacts en dommages. C'est la partie des économistes qui s'intéressent à l'évaluation qui font ça. Voilà, ce n'est pas forcément une question pertinente. Peut-être que si on a la liste, déjà, comme je le disais, hein, et c'est dans les rapports, c'est pour ça que c'est extrêmement alarmant, des écosystèmes qui changent, des espèces qui vont disparaître, de la réduction de surface d'habitat de certaines espèces importantes, à la fois pour des besoins, on va dire, humains, basiques, comme la nourriture, etc., mais aussi pour voilà, des questions juste de valeur existentielle, de connexion avec ce qu'on représente la nature, qui la renvoie à des valeurs personnelles de chacun. Pourquoi a-t-on besoin absolument de transcrire ça en étalon monétaire? Moi, très honnêtement, je me satisfais d'une évaluation précise, des évaluations précises qu'il y a des impacts du changement climatique sur les autres espèces et aussi sur notre vie. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez regarder, hein, c'est fait, vous avez des projections de climat régionaux, qu'est-ce que ça veut dire un réchauffement à 6 degrés voilà, vous pouvez essayer de vous dire, qu'est-ce que ça veut dire pour ma région, comment est-ce que je vivrais là-dessus. Bon, voilà. Si tu m'autorises, oui. Pour compléter, on peut inviter les participants qui le souhaitent pour mieux comprendre le dérèglement climatique, ses causes, mais aussi ses conséquences. Il y a un atelier qui est formidable pour ça, qui s'appelle la fresque du climat, et qu'on vous recommande. Ça permet en très peu de temps d'assimiler tout ça et d'être convaincu qu'un monde à +6, économiquement, il aura une drôle de figure, probablement, quoi. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas besoin en fait de savoir comment ces choses-là, ce que ces choses-là veulent dire en termes économiques pour avoir des éléments solides de décision. Voilà. L'étalon monétaire n'est pas plus solide qu'un autre, et je pense même que dans un certain nombre de situations, il l'est moins. Voilà, donc ça c'était pour la première question. La deuxième question, World3. Alors World3, c'est ce fameux modèle fait par Meadows, des époux Meadows et deux autres personnes à partir des travaux de Forester dans les années 70 qu'ils ont continué à développer au cours des autres années. Il ne faut pas faire dire à ce modèle-là ce qu'il ne peut pas dire. Ce modèle-là est fait, c'est de l'analyse systémique, hein, c'est fait pour comprendre les interactions entre les différentes choses. Ce modèle n'a pas de vocation prédictive et n'a pas non plus de vocation à être calibré extrêmement précisément. C'est-à-dire que ce qui compte, et ça c'est les concepteurs eux-mêmes et Donella Meadows notamment, ce qui compte c'est, qui a écrit ça parce qu'elle est décédée maintenant, ce qui compte c'est la logique, l'enchaînement des choses, des conséquences. C'est fait pour comprendre les actions et les rétroactions dans un système complexe. Et pour ça, voilà, c'est un modèle qui peut être un modèle d'optimisation, c'est un modèle de simulation. Vous avez des décisions, vos décisions ont des effets avec retard. Vous pouvez éventuellement corriger, prendre conscience des choses qu'avec délai, donc vous entraînez. Voilà. Bon. C'est ce type de choses-là qu'il y a dans World3, et je pense que pour ça, c'est tout à fait valable. Mais World3 n'est pas une évaluation, puisque vous avez fait des entre les deux questions, World3 n'est pas une évaluation des dommages monétaire du changement climatique. C'est des représentations stylisées, c'est tout aussi stylisé que dans DAO, c'est juste pas la même stylisation, avec pas le même objectif, parce que c'est pas la même question de départ qui est posée. Mais c'est pas quelque chose qui est une représentation exhaustive ou plus fine
de ce qui se passe. C'est juste que ça ne répond pas aux mêmes questions qu'un modèle comme DICE, et ça n'est pas bâti non plus avec le même esprit. Mais la question à laquelle ça répond, c'est comprendre ces rétroactions. Ce n'est pas d'évaluer ce que ça veut dire. Ensuite, on comprend que oui, si on réagit trop tard, il y a des effets de boule de neige qui se mettent en évidence, etc. Et pour ça, c'est des outils très intéressants pour effectivement comprendre les systèmes dynamiques en général. C'est des outils très intéressants pour comprendre le fonctionnement des systèmes complexes. C'est sûr. Mais ce n'est pas un outil d'évaluation des dommages du changement climatique. Voilà. Ok, merci. Mais de rien. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je me permets quand même de refaire un petit peu de publicité pour le livre que vous avez écrit il y a quelques années maintenant. C'est vrai que la lecture est absolument passionnante, surtout pour un ingénieur qui n'a pas forcément eu de cours très poussés. Donc, beaucoup de pédagogie pour des personnes qui commencent le livre sans savoir ce que c'est que le taux d'actualisation. J'ai notamment appris ce que c'était que le taux de préférence pure pour le présent. Et une belle introduction aussi sur la vision de l'économiste avec un grand E. C'est vrai que vous n'en avez pas parlé, mais il y avait une question qui était liée à ça. Vous précisez dans votre livre que il y a ce que pensent les économistes avec toute la diversité des opinions qu'ils peuvent avoir au sein de l'économie orthodoxe. Et il y a la vision que l'on a de l'économie qui prend généralement des petits bouts des différentes questions posées, enfin des réponses dominantes aux différentes questions posées, mais il n'y a absolument pas de... les économistes qui, en fait, ont pour opinion l'ensemble de ces sous-opinions majoritaires sont extrêmement rares en réalité. Donc la vision du grand public sur l'économie est en fait très faussée. Donc, là, j'ai évité cette discussion en me reposant sur le comité Nobel qui a fait un très bon choix pour le prix Nobel, qui a choisi un économiste, comme vous dites, avec un grand E, Nordhaus. Donc, ça permet de simplifier la discussion en faisant appel aux structures même de la science économique pour en dire la représentativité. Écoutez, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Antonin, pour ton intervention. Merci. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais un petit coucou. Et puis, à la prochaine fois. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.